Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la suite de la programmation orientée objet. En particulier, on va essayer de faire la programmation particulière, qui est la programmation parallèle, d'accord, à l'aide de Java, et qui va, bien sûr, on va utiliser les treats, d'accord. Donc dans un premier temps, je vais essayer d'exposer les concepts à suivre durant cette présentation-là. Donc nous allons essayer d'introduire le concept de treat. Par la suite, on va essayer de comparer un process et un treat. Quelle est la différence entre les deux concepts? Par la suite, nous allons essayer de voir avec Java quelles sont les classes, interfaces, méthodes qui sont nécessaires pour pouvoir créer ce qu'on appelle des treats. Par la suite, on va essayer de faire une application multi-treat, c'est-à-dire il y aura une exécution en parallèle, de différents traitements en parallèle avec Java. Et on va essayer de citer deux problèmes concernant la programmation parallèle, et en particulier le problème de priorité, comment le gérer par le biais de Java, quelles sont les méthodes nécessaires pour gérer ce problème. Et par la suite, on va essayer de présenter un problème de synchronisation et en même temps essayer de montrer comment le résoudre par des mécanismes, bien sûr, Java. Alors, le concept de treat, je vais essayer la définition, mais le treat, normalement, c'est en général, ce n'est pas seulement pour Java, mais un ensemble de langages de programmation qui permettent de mettre en place des treats. Alors, en Java, un treat, c'est une unité, c'est-à-dire un sous-ensemble de traitements. Un traitement, c'est un ensemble d'instructions d'un processus. Donc, un processus, c'est une instance d'un programme qui s'exécute. Un treat fonctionne en parallèle avec autre treat, c'est-à-dire s'il y a autres treats qui vont concurrer l'accès à la mémoire ou bien aux ressources partagées, donc il y a possibilité de mettre en place plusieurs treats qui vont s'exécuter en parallèle. On parle à ce moment-là de multi-threading. Bien sûr, sur une machine monoprocesseur plutôt, single core. Donc la GVM, c'est elle qui va prendre en charge l'exécution de n'importe quel treat. Donc elle va de toute façon essayer de partager les ressources entre les différents treats. Par contre, s'il y a différents corps, c'est-à-dire si une machine multiprocesseur, à ce moment-là, la GVM va utiliser le maximum de processeurs pour pouvoir exécuter en parallèle un ensemble de treats. Alors, c'est quoi un treat exactement? Par exemple, ici, pour une application informatique, une application en exécution, ça va donner lieu à un processus. D'accord? Un processus peut avoir plusieurs treats, c'est-à-dire plusieurs sous-traitements. Donc, nous allons voir comment, durant cette présentation, nous allons essayer de voir comment à la fois créer des treats et ensuite comment faire des exécutions en parallèle. Alors, pour le processus, comme j'ai dit, un processus est une instance en exécution d'un programme. Donc, un programme en exécution va donner lieu à un processus. D'accord? En exécution. Chaque processus, il peut avoir un PID sur la mémoire. Pourquoi? Parce que chaque processus en exécution, il a sa propre zone adresse dans laquelle il va s'exécuter durant l'exécution. Par exemple, pour Google Chrome, c'est un process. Maintenant, le multitasking est assuré par un système d'exploitation. Donc, par exemple, maintenant, nous sommes en train d'utiliser plusieurs logiciels à la fois. Par exemple, notre présentation, aussi Camtasia pour pouvoir enregistrer. Et il y a d'autres logiciels qui peuvent tourner en même temps, par exemple, le cas de Google Chrome. D'accord? Google Chrome, c'est une application. Donc, le process, c'est l'application qui est en exécution et ce processus-là, il peut avoir plusieurs threads. Donc, lui, il gère plusieurs threads, c'est-à-dire il y a du même processus, il y a plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle. Par exemple, il y a des tables ici qui appartiennent à la même application. Donc, il s'agit bien des choses qui s'exécutent en parallèle. Alors, on va comparer c'est quoi un thread, quelles sont les principales différences entre un thread et un process, ou bien un processus. Donc, les processus sont indépendants, c'est-à-dire chaque processus dans le système d'exploitation qui gère l'exécution de ce processus-là, il a sa propre zone adresse. Donc, ils sont indépendants. Par contre, les threads appartiennent au même processus, c'est-à-dire les threads, étant donné un process, donc tous les threads appartiennent au même process. Donc, ils vont partager la même zone mémoire qui est utilisée par ce process. Donc,
Les processus peuvent communiquer entre eux à travers leur capacité d'échange. C'est-à-dire, si on souhaite échanger des données entre processus, c'est-à-dire entre applications, le développeur doit assurer ce mécanisme d'échange de données, soit par le biais de façon de web service ou autre pour assurer l'interopérabilité entre les applications. Tandis que les threads, puisqu'ils existent dans la même zone mémoire, donc chaque thread, il peut avoir un accès aux ressources qui sont réservées pendant l'exécution. D'accord? Donc, il a un accès direct à la zone mémoire, au contraire des processus. Alors, le changement de contexte entre processus est plus long que celui entre threads. Pourquoi? C'est quoi le changement déjà d'un contexte? Par exemple, à chaque fois je suis en exécution, je lâche l'exécution un certain temps, d'accord? Pour reprendre l'exécution, c'est difficile par rapport au thread, c'est-à-dire le processus. Pourquoi? Parce que pour la mémorisation d'état d'un processus, c'est plus long que pour un thread. Par exemple, quand il y a un redémarrage inattendu de l'ordinateur, donc c'est difficile que Word, par exemple, qui était en exécution, c'est difficile de reprendre l'état dans lequel il était la dernière fois. Par contre, pour les threads, c'est simple d'avoir l'état. Pourquoi? Parce que de toute façon, il connaît toutes les ressources. Il est en exécution au sein du même processus. Donc, il s'agit ici des principales différences entre un processus et un thread. Alors, pourquoi les threads? Bien sûr, les threads, ils permettent d'avoir un ensemble d'avantages. Parmi ces avantages-là, c'est déjà pour maintenir la réactivité d'une application. C'est quoi la réactivité d'une application? Supposons que je suis en train d'exécuter une application. Si cette application n'est pas réactive, alors elle ne me va pas donner la possibilité de faire aucune autre chose dans la même application. C'est-à-dire, elle est en exécution, je dois attendre jusqu'à la fin de processus, d'accord, d'exécution. Donc, il ne me donne pas la main à faire autre chose. Par contre, si l'application elle est multi-thread, c'est-à-dire je peux faire plusieurs tâches dans la même application, plusieurs tâches en parallèle. Donc, je peux à la fois annuler des tâches, comme je peux reprendre des tâches et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le pourquoi des threads. Aussi, une chose importante pour l'utilisation des threads, il s'agit bien sûr de l'exécution en parallèle. Pourquoi l'exécution en parallèle? C'est surtout pour gagner du temps. D'accord? Donc, supposons par exemple qu'on a un problème. On a des tableaux de taille fixe, par exemple 4 tableaux. Je souhaite multiplier les cases de ces tableaux-là par 2. D'accord? Si j'ai une programmation séquentielle, c'est-à-dire pas parallèle, à ce moment-là, supposons que je vais pour le premier tableau, je dois, de toute façon c'est nécessaire, pour cette exécution-là, je vais mettre 5 secondes pour le premier tableau. Pour le deuxième tableau, 6 secondes. Pour le troisième, 6 secondes. Pour le quatrième, c'est 7 secondes. Chaque bloc nécessite un temps d'exécution. Supposons que j'ai ce timing-là. Alors, le temps d'exécution total, c'est quoi? C'est la somme des temps. D'accord? C'est le sigma des time. Donc, je vais avoir ici, dans ce cas-là, s'il s'agit d'une programmation avec un seul thread qui va assurer ces traitements-là, je vais avoir 24 secondes. D'accord? Maintenant, dans la programmation parallèle, supposons que je vais, pour chaque tâche, c'est-à-dire pour chaque sous-ensemble de traitement, je vais l'allouer à un thread. Donc ici, j'ai 4 choses. Je peux avoir 4 threads qui vont s'exécuter en parallèle et qui vont faire l'affaire ensemble, c'est-à-dire en parallèle. À ce moment-là, au lieu d'avoir un sigma de temps, bien une somme de temps, je vais avoir tout simplement le max des temps. Alors, au lieu de 24 secondes, je vais avoir 7 secondes d'exécution. D'accord? Donc ici, c'est déjà, je gagne en termes de temps. Donc ici, supposons qu'au lieu de tout simplement faire un calcul, parce que ici, c'est essayer de faire un calcul pour stocker un résultat dans une case d'un tableau. Supposons que ce calcul-là nécessite beaucoup de temps, 1 minute par exemple. D'accord? Donc à ce moment-là, au lieu de ça, je vais avoir beaucoup de temps. Donc c'est très intéressant d'utiliser les threads pour diminuer ce process. Donc ça, c'est concernant les principaux concepts concernant les threads. Maintenant, comment utiliser les threads avec Java? Donc en Java, un thread, c'est un simple objet. Donc une fois dire thread en Java, c'est un objet. D'accord? Mais il a des caractéristiques spécifiques. Bien sûr, il aura des comportements spécifiques. On va voir comment
les créer. Bien sûr, une fois l'objet créé, on va lui assigner des traitements. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va exécuter en parallèle? D'accord? Avec les autres threads qui vont être exécutés. Qui assure déjà, parce que je parle maintenant Java, qui va assurer l'exécution de les threads? Bien sûr, les threads, leur exécution est assurée par le biais de la JVM. C'est la JVM qui assure l'exécution de les threads. Et bien sûr, la JVM ne peut exécuter qu'un seul thread à la fois. Donc, c'est une ressource. Elle ne peut pas exécuter plusieurs threads en même temps. Donc, à chaque fois, elle va essayer d'allouer l'espace, d'allouer les ressources, soit time, soit autre, d'accord, pour l'assigner à un thread en exécution. Donc, elle va donner la possibilité au premier thread de s'exécuter. Donc, il va occuper la JVM. La JVM, elle ne va pas attendre jusqu'à terminer l'ensemble des traitements relatifs à ce thread-là pour qu'elle exécute un autre thread. Donc, elle va faire le switching entre les différents threads. Donc, chaque bout de temps, il va être alloué pour un thread. C'est pour cela on va essayer d'introduire par la suite l'état des threads. Parce que chaque thread, il a un état. Et il est en exécution, c'est-à-dire il tourne dans la JVM. Il est en attente, il est en dehors de la JVM. Il est bloqué, il est mort, et ainsi de suite. Donc, chaque thread, il peut avoir un état. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? D'accord? Jusqu'à maintenant, nous avons fait de la programmation orientée objet avec Java. D'accord? Les principaux concepts, classe, objet, méthode, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va essayer d'introduire les threads. Donc, je vais faire par exemple un package pour ça, thread.step1. D'accord? Voilà. Alors, pour ce, je vais créer une classe. Je vais commencer par le main. Donc, je vais créer une classe qui contient un main. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, nous avons utilisé la programmation orientée objet avec Java, mais sans le savoir, on était en train d'utiliser les threads. D'accord? Mais combien de threads? Un seul thread. D'accord? Pour vous montrer ça, supposons que je vais avoir cette instruction-là. D'accord? Donc, double A égale à double parse. Parse double, par exemple, je vais avoir ça. Non, je vais avoir ça. Donc, il y a une erreur ici dans cette instruction-là. Donc, si je vais exécuter le programme, qu'est-ce que je vais avoir? Exception in thread main. C'est-à-dire il y a un thread qui est en cours de l'exécution. Donc, jusqu'à maintenant, on était en train d'utiliser les threads sans le savoir. Mais combien de threads? Un seul. D'accord? Il s'agit des threads qui s'appellent thread main. Donc, certainement, on a un thread qui est en cours d'exécution. Parce que pour faire de la programmation objet avec Java, il y a un thread qui s'exécute, c'est le main. Donc, maintenant, comment récupérer les informations de ce thread-là? D'accord? Donc, je souhaite afficher des informations concernant ce thread qui est en cours d'exécution. Par exemple, son nom. D'accord? Donc, il y a la classe thread, bien sûr, qu'il faut l'utiliser. D'accord? Point current thread. D'accord? Ça, c'est un thread qui a une référence. Donc, je peux avoir getName. D'accord? Donc, je peux avoir, par exemple, son état. D'accord? GetName. De toute façon, je vais avoir getState, peut-être. Oui, getState. Son état. Parce que j'ai dit que chaque thread, il a plusieurs états. Chaque thread, il a un ID. D'accord? GetID. Oui, getID. Et ainsi de suite. Je peux avoir plusieurs informations concernant ce thread-là. Maintenant, cette instruction n'existe plus. J'ai une exécution logique, il n'y a pas de problème. Donc, si je vais réexécuter mon programme, alors à ce moment-là, je vais avoir le nom de thread qui s'appelle main. Son état, c'est rename, c'est-à-dire il est en cours d'exécution. Il a un ID 1. Donc, voilà, on était en train d'utiliser les threads sans le savoir. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas d'utiliser le thread main parce qu'il est par défaut. C'est un thread qui s'exécute. Maintenant, on va voir comment créer autre thread.
Donc pour les créer, il y a bien sûr des mécanismes à suivre. Il y a que, de toute façon, Java, il met à notre disposition un ensemble de classes techniques pour faire cette affaire. Donc la première des choses, il nous donne des classes à utiliser, ou bien des interfaces, des méthodes, des attributs statiques, un ensemble de choses. Ce qu'il faut garder dans un premier temps, c'est que j'ai une classe street qui appartient au package java.lang, d'accord? Donc il y a cette classe-là, elle offre un ensemble de méthodes qui vont me permettre de créer un thread. Aussi, il y a une interface qui s'appelle Renable, donc il s'agit d'une interface, bien sûr, il faut l'implémenter. Et déjà, si vous avez remarqué, même la classe thread qui existe dans le GDK, elle implémente l'interface Renable. Donc nous, par la suite, on va savoir, ou bien on va montrer comment utiliser le thread, ou bien comment créer un thread, et le mettre en marche en utilisant deux manières. D'accord? Soit une utilisation directe de la classe thread, ou bien par le biais de l'interface. Et on va essayer de montrer c'est quoi la différence entre les deux et quelle est la meilleure utilisation. Est-ce que j'utilise le thread ou bien j'utilise l'interface array? D'accord? Donc je peux créer deux objets. Par exemple, ici, A, il s'agit de threads. Donc si je vais mettre A égale à new A, donc automatiquement j'ai créé un thread. D'accord? Mais pour créer un thread en utilisant les interfaces, ça c'est une autre histoire. Il faut juste ajouter quelques traitements pour pouvoir le faire. D'accord? Donc c'est pour ceci, durant cette démonstration-là, pour montrer l'intérêt de thread, comment les créer, je vais essayer de faire une application. D'accord? Donc on va faire une simulation d'un étudiant, par exemple, je ne sais pas, JLC ou bien Big Data, un étudiant qui est réveillé tard, d'accord, et qui souhaite venir à l'INSET. Bien sûr, il n'a pas de temps, donc il doit prendre son petit déj, bien sûr. Il n'a pas le temps, donc il va venir, il va marcher et manger en parallèle. Donc on doit faire cette simulation-là, montrer comment il doit manger et marcher à la fois. Donc il va se réveiller, la première instruction, se réveiller, et par la suite il va marcher et manger en parallèle. Donc pour ceci, j'ai pas dit dans le slide précédent, pour bien mettre en marche les threads, il faut déjà savoir poser le problème et le modéliser. Est-ce que mon application nécessite de la programmation parallèle? Si oui, alors il faut faire une bonne modélisation. D'accord? Ça, c'est surtout ça. Donc il faut bien modéliser. Et par la suite, il faut gérer les contraintes. Parmi ces contraintes-là, nous, dans notre présentation, on va montrer deux choses. À la fois la gestion des priorités et ensuite la gestion de synchronisation pour l'accès aux ressources partagées. Alors, pour nous, de toute façon, on souhaite, le comportement d'une personne, d'un étudiant par exemple, il aura besoin de manger au marché. Pour manger, il a besoin de 10 secondes, juste une simulation. Sinon, il a besoin, je ne sais pas combien de temps, 5 minutes par exemple. Et pour marcher, un quart d'heure. Mais juste ici, on va faire 10 secondes, 15 secondes. D'accord? Il mange et il marche. Bien sûr, on va montrer l'exécution séquentielle, c'est-à-dire il a besoin de combien de temps? 25 secondes. D'accord? Parce qu'on doit l'attendre de manger, il doit terminer et par la suite marcher. D'accord? 15 secondes. 10 secondes, 15 secondes, ce qui fait la somme de 25 secondes pour qu'il arrive à l'école. D'accord? Mais pour ça, c'est un problème, il faut le modéliser. Donc ici, j'ai proposé deux modèles différents. D'accord? Soit utiliser ça, donc la même personne, il va manger et marcher. Donc ça, c'est simple. Mais nous allons plutôt utiliser ce modèle-là pour faire la programmation parallèle. Donc, pour lui, il va manger et marcher, mais pour manger, cette tâche-là, elle est attribuée à un objet appartenant à une classe A, et pour marcher, on peut faire ça, on divise le comportement. Donc, pour notre démonstration, on va adopter ce deuxième modèle. Alors, dans un premier temps, bien sûr, je me suis réveillé, d'accord, je me suis réveillé tard, d'accord. Alors, il est réveillé tard, il va se débrouiller pour, d'accord, manger, prendre son petit-déj et marcher pour aller à l'école. Bien sûr, il doit optimiser son temps. Alors déjà, sur le modèle, on va créer deux classes. Alors la première classe,
il s'agit de la classe A. La deuxième classe, c'est la classe B. La classe B. D'accord? Dans cette première classe, il va manger. Il va manger. Donc, si sous manger. Sinon, il ne va pas manger une seule chose. Supposons qu'il va manger 10 choses. D'accord? For int i égale à 0, par exemple, i inférieur à 10 et plus. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire d'accord? Ham plus un i pour lui compter combien il va manger. D'accord? Alors, pour la même chose pour qu'il marche, donc on va créer une autre méthode. Et notre méthode, bien sûr, elle va s'appeler marcher. Supposons qu'il va faire 10 pas. D'accord? Sinon, on va... Alors, pour marcher, s'il s'agit d'un garçon, tac-tac. S'il s'agit d'une femme, tic-tac. D'accord? Alors, à ce moment-là, on va... S'il s'agit d'une exécution parallèle, bien sûr, non, séquentielle, qu'est-ce qu'il va faire? A égale new A. B égale new B. D'accord? A point marcher, ou bien point manger, il va manger. A point manger. Et B point marcher. D'accord? Si je vais exécuter maintenant ça, alors qu'est-ce qu'il va avoir? Il est réveillé tard, il mange tranquillement, puis il marche tranquillement, donc certainement il va faire du retard pour arriver à l'école. Nous, on souhaite faire de l'exécution en parallèle, c'est-à-dire il mange en marchant, ou bien il marche en mangeant. D'accord? Même nous, parfois, on utilise le multithreading dans notre vie quotidienne, donc on va le montrer ici. J'ai dit pour créer un thread, tout simplement, il suffit de faire quoi? Soit d'utiliser la classe thread, c'est une simple extension, ou bien utiliser l'interface Arraynable. Nous, dans un premier temps, nous allons utiliser ça. On va oublier l'autre partie qui est implémenter l'interface Arraynable. Alors, pour ceci, tout simplement, il faut aller vers la classe A et dire extends A. Non, extends thread. Si vous avez, les threads sont importés par défaut parce qu'ils appartiennent au package java.lang. Et ici, extends thread. Alors, même si jusqu'à maintenant, nous avons étendu la classe thread, bien sûr, il ne s'agit pas d'un traitement parallèle. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de traitement parallèle. Donc, le fait d'irriter, ce n'est pas suffisant. J'ai toujours une exécution séquentielle. D'accord? Alors, maintenant bien sûr, pour rendre l'objet A1 capable de se comporter comme un thread, on doit redéfinir la méthode run. Ça, c'est obligatoire. On doit redéfinir la méthode run. D'accord? Alors, on doit redéfinir la méthode run dans chaque classe. Donc ici, je vais tout simplement faire run et elle sera redéfinie. Donc bien sûr, ce n'est pas suffisant de la redéfinir et la mettre parce que run, une fois le thread commence son exécution, la méthode à appeler, c'est run. Donc ici, jusqu'à maintenant, run ne contient aucun traitement. Donc il n'y a aucun traitement qui est exécuté. De toute façon, supposons qu'elle contient run, d'accord, et ainsi de suite. La même chose dans la classe B, il faut redéfinir la classe run. Donc si je vais réexécuter encore, bien sûr, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de concept d'exécution en parallèle. Donc le fait d'étendre n'est pas suffisant, le fait de redéfinir la méthode run n'est pas suffisant, il faut obligatoirement démarrer le thread. D'accord? Il faut le démarrer. Donc pour le démarrer, une fois le créé, il faut faire appel à la méthode start. Maintenant,
L'objet A, parce que nous avons dit le treat, c'est un objet. L'objet A qui est un treat, c'est un vrai treat et il va entrer en concurrence avec les autres treats pour la GVM. Donc maintenant, soit il est en attente d'exécution ou bien il va commencer son exécution directe. Alors, la même chose pour le B. Je vais faire un start. Donc maintenant, combien de treats j'ai ici? Très bien, 3. 3 treats. Le treat de main, le A et le B. J'ai 3 treats qui s'exécutent en parallèle. Donc ces 3 treats, ils vont de toute façon essayer d'entrer en exécution dans la GVM. D'accord? Alors maintenant, si je vais exécuter, tout simplement, qu'est-ce que je vais exécuter? Bien sûr, je vais exécuter tatatat et run. D'accord? Mais toujours, il n'y a pas d'exécution en parallèle. Pourquoi? Parce que le traitement qui est marché, d'accord, ou bien mangé, c'est lui qui est intéressé par être ici dans run, je vais mettre les traitements qui vont s'exécuter en parallèle. Quels sont mes traitements qui vont s'exécuter en parallèle? Manger et marcher. Donc tout simplement, je vais faire ici marcher et ici je vais faire manger. D'accord? Maintenant, les deux choses vont entrer en exécution en parallèle. Maintenant, j'ai une exécution en parallèle. Si vous voyez, donc, je mange. Ici, il y a un problème. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que toujours j'appelle manger et. Il ne faut pas les appeler de manière. Parce qu'il y a 2 appels. L'appel direct, qui n'est pas traitement parallèle, et l'appel qui va constituer un traitement parallèle. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin seulement d'un traitement parallèle. Donc, une fois démarré le treat, la méthode start va automatiquement appeler la méthode run. La méthode run, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la méthode manger qui est concernée par le traitement parallèle et la méthode manger concernée par le traitement parallèle. N'est-ce pas, Fatima? C'est bien ça. Alors, si je vais exécuter, bien sûr, si vous voyez, il y a une exécution maintenant en parallèle. Mais cette exécution en parallèle, elle est aléatoire. Maintenant, ce qui est important, l'exécution en parallèle, elle est aléatoire. À chaque fois, chaque exécution, je vais avoir un résultat. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas trop parallèle. Pourquoi? Parce que c'est tellement vite d'afficher un message manger, d'accord? Donc, on ne voit pas, parce que la GVM, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre pour une unité de temps la charge d'exécution d'un thread. Dans cette unité de temps, supposons que le thread A1 il est en exécution pour par exemple 1 seconde, bien même pas, d'accord? Dans cette unité de temps, il est capable de faire 5 traitements, d'accord? C'est-à-dire le traitement parallèle, c'est pas instruction par instruction, c'est par unité de temps. Donc une fois l'unité de temps réservée, d'accord, oui. Une fois l'unité de temps réservée, le thread, il va s'exécuter durant cette unité de temps. C'est ça ce qui est important. Alors, maintenant, on va essayer de rendre un peu long l'exécution. Par exemple, pour manger, c'est pas facile de manger, d'accord? Il faut prendre ton temps, c'est-à-dire on va un peu rendre long ce traitement. Une fois je mange tranquillement, par exemple, pour une durée de temps bien définie. À ce moment-là, je vais appeler c'est-à-dire arrêter pour ça. À chaque fois, je vais arrêter le processus, par exemple, pour 1 seconde. D'accord? 1000 millisecondes. Alors, le fait ici, il faut faire un try. D'accord? Et catch. Catch. Voilà. Je dois définir l'exception. Je vais utiliser l'exception R dans la classe mère. Donc voilà. Et la même chose pour l'autre traitement qui est marché. Donc je vais le mettre en boucle, c'est-à-dire à chaque instruction, je vais faire la tâche et attendre 1 seconde. Maintenant, si je vais refaire l'exécution, à ce moment-là, vous voyez, parce que le thread,
il faut garder à votre mémoire qu'il y a une chose très importante, c'est l'état des trades. L'état des trades. Si le trade, il n'est pas en exécution, on a ajouté un état sleeping. D'accord? S'il est dans un état sleeping, c'est-à-dire la GVM, elle n'exécute aucune tâche à ce moment-là. Donc, au lieu de, elle aussi à son tour va dormir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel à un autre trade qui va s'exécuter pendant ce temps-là. C'est pour cela qu'on a bien assuré le fait. D'accord? Donc, la GVM, au lieu d'attendre, elle va le remettre à la salle d'attente et elle va piquer un autre trade qui est en état d'attente. On va voir le diagramme d'état concernant les trades. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va parler donc du concept d'état. Donc jusqu'à maintenant, on a pu réaliser un traitement en parallèle en étendant la classe trade, en redéfinissant la méthode run et en faisant appel à la méthode start pour assurer la programmation en parallèle de deux traitements différents. Alors, ça c'est l'exécution. Bien sûr, de toute façon maintenant on va essayer de parler de la GVM. Qu'est-ce qu'elle fait la GVM exactement? Donc le trade pour s'exécuter, il a besoin de la GVM. Je parle des trades en Java. Il a besoin de la GVM. Donc c'est la GVM qui va prendre en charge l'exécution des différents trades. À une unité de temps, un seul trade qui s'exécute. D'accord? Dans la GVM. On ne peut pas trouver plusieurs trades qui s'exécutent, qui se trouvent en même temps dans la GVM. Impossible. Quand il s'agit de plusieurs trades qui s'exécutent en parallèle, la GVM décide quel trade est exécuté pour une unité de temps. Donc à chaque fois, elle va allouer une unité de temps pour un trade. Ce travail-là se fait selon un algorithme pour les trades Scadler. Donc c'est un ordonnancement, c'est un algorithme d'ordonnancement. Cet algorithme d'ordonnancement, ça dépend de l'implémentation de la GVM. Ça dépend, est-ce que la GVM concerne Windows, est-ce que la GVM concerne Unix, donc l'implémentation est différente. Et peut être aussi différente de chaque version de Java, chaque version de GVM. Mais on peut influencer, bien sûr le développeur ne peut pas modifier l'algorithme, mais tout simplement il peut influencer sur le temps alloué à chaque trade. Par exemple, nous pour influencer l'exécution, qu'est-ce que nous avons utilisé? Nous avons utilisé la méthode sleep pour mettre en retard l'exécution d'accord, pour donner la possibilité à notre trade de s'exécuter. Donc on a influencé l'exécution. Donc on ne peut rien faire sauf influencer. Alors le trade, il a une pile d'exécution, c'est-à-dire une pile d'exécution. C'est-à-dire qu'il a un ensemble de choses à faire. Et une fois il est en attente, d'accord, donc il doit mémoriser son état. Une fois il reprend l'exécution, c'est-à-dire il existe dans la GVM, il va reprendre l'état à laquelle il est déjà arrêté, pour reprendre l'exécution de manière correcte. Pour ceci, on utilise une pile d'exécution pour les trades. Donc, bien sûr, le développeur ne peut pas prévoir, s'il s'agit d'une exécution en parallèle, il ne peut pas prévoir l'exécution. Donc, à chaque fois, c'est la GVM, c'est un traitement aléatoire qui se fait et qui est assuré par la GVM. Donc, si on refait l'exécution plusieurs fois, donc chaque fois, on va avoir un traitement différent de l'ancien. Donc, la GVM qui va prendre en charge l'exécution des trades. Alors, le trade Scadler, bien sûr, il choisit un trade à exécuter. Bien sûr, exécution d'un trade par plusieurs trades. Donc, c'est la GVM qu'il fait. Supposons qu'ici, par exemple, nous avons 4 trades. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la GVM? Donc, elle va bien le trade Scadler parce qu'il appartient à la GVM. C'est un programme qui appartient à la GVM. Il va piquer un trade de manière aléatoire. Mais quel trade il va piquer? Il va seulement piquer les trades qui sont en attente d'exécution, c'est-à-dire renable. D'accord? Not running. Renable, je pense, c'est en attente d'exécution. C'est bien ça. Alors, il va piquer le trade en attente d'exécution. Il va l'exécuter. D'accord? Il va le mettre à la GVM pour l'exécuter. Pour une unité de temps, et il va le remettre. D'accord? Il va le remettre. Donc, il s'exécute et il va le remettre.
il va remettre par exemple ici le thread 4. Par exemple, on a piqué le thread 4. Il va entrer en exécution. On va remettre le thread 4. On va choisir le thread 1 et on va le mettre en exécution. Et ainsi de suite. À chaque fois, la GVM ou bien le Scadler switch entre les différents threads, mais en attente d'exécution. Si un thread il est sleeping, elle va le laisser, elle ne va pas le piquer, parce que lui, il veut dormir un peu. Donc c'est ça là. Donc ici, nous avons quels sont les différents états d'un thread. Donc, le démarrer, ça c'est un état, on ne peut pas dire c'est un état, mais démarrage d'un thread pour qu'il, par la suite, il va entrer en plusieurs états. Avant de le démarrer, il n'est pas en attente. D'accord? Avant le démarrer, il n'est pas en attente. Une fois le démarrer, il va peut-être commencer à être en attente. Donc, il est prêt, une fois le démarrer, il va entrer après à exécuter en exécution. Il peut boucler entre ces deux états-là, comme il peut aller vers un autre état. Comme nous avons exécuté sleeping pour le rendre non prêt à exécuter. D'accord? Ou bien bloqué, ou bien dit. C'est-à-dire, il a terminé l'exécution. Une fois terminé son traitement, il va entrer dans un état dit. C'est bien? Très bien. Alors, ce sont les différentes étapes concernant un thread. Bien sûr, par la suite, on va essayer de voir autres mécanismes d'influencer sur l'exécution des threads. Et on peut faire appel à la classe aussi object qui contient un ensemble de méthodes qu'on peut aussi utiliser. Alors, maintenant, si je vais faire un autre, c'est-à-dire montrer l'intérêt des autres méthodes. Par exemple, maintenant, nous allons montrer l'intérêt de la méthode join. D'accord? Alors, maintenant, supposons que la personne qui est allée à l'école, elle s'est réveillée, elle a commencé à manger en parallèle, et par la suite, il doit faire quoi? Entrer à la salle 74. D'accord. En même temps, il va suivre le cours. D'accord. Et ensuite, bien sûr, il va faire des exercices. Faire des exos concernant les threads. D'accord. Maintenant, alors, donnez-moi une proposition d'exécution. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? A, c'est pour manger. A point start, c'est pour manger. B point start, c'est pour marcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi une proposition d'un résultat. Donc, je dois me réveiller tard. D'accord? C'est la première des choses à exécuter. Par la suite, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Manger, marcher, de manière aléatoire. Je ne sais pas le comportement. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher. Quand est-ce que je vais afficher ces messages-là? Après manger, marcher ou bien avant ou bien après? Ça, c'est sûr. Oui. Mais non. D'accord? D'accord? Alors, si je vais exécuter ça, le problème, je vais me réveiller, entrer à la salle, suivre le cours, faire des exercices. Cas qui n'est pas possible. Je ne suis pas encore arrivé. Alors là, il faut faire quoi? Il faut synchroniser les traitements. Il faut, de toute façon, tu dois dire, je dois faire ce traitement, et après je dois faire ce traitement, et après je dois faire ce traitement. Selon cette implémentation-là, vous allez proposer que je vais faire ça en dernier. Mais ce n'était pas le cas. Parce que le main, c'est un thread. Il n'a pas besoin d'attendre parce que les autres, ils vont entrer en sleep pour un moment. Donc, le main, il va profiter. Et pendant ce moment-là, il va exécuter toutes ses tâches. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il faut dire? Tout simplement, je ne dois passer à la suite seulement si exécuter, manger et marcher. Donc, comment faire? D'accord? Donc, il faut soit tu vas donner des priorités, soit... Mais ici, le plus important, il faut dire une simple chose. Je ne peux commencer ce traitement-là
qu'après la terminaison de ces traitements-là. C'est-à-dire, ce process, ou bien ce thread-là, qui est le main, il doit attendre la fin de l'exécution de traitement appartenant à A. Et il doit aussi attendre la fin de l'exécution des traitements pour le thread B. Donc, pour traduire ça, on a ce qu'on appelle la méthode join. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire join? C'est une méthode. C'est une méthode. Quel est son intérêt? Donc, le join, c'est pour influencer, bien sûr, pour le cycle de vie d'exécution des threads. Et l'utilisation si on souhaite que le thread soit exécuté après l'exécution d'un autre thread. D'accord? C'est-à-dire si je souhaite qu'il va commencer son traitement, bien exécuter une partie de son traitement, mais qu'après la fin de l'exécution d'un autre traitement. Elle est utile quand l'exécution d'un thread dépend de l'exécution d'un autre thread. Par exemple, ici le main, il dépend des autres traitements. Donc, je ne peux entrer à la salle qu'après manger et marcher. L'instruction T1.join, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le plus important. Alors, T1.join, son traduction, c'est quoi? Ou bien son interprétation, c'est quoi? C'est-à-dire, est exécutable par un autre thread T2. C'est T2 qui a appelé T1.join. Mais qu'est-ce que ça signifie? T2 doit attendre la fin d'exécution de T1. D'accord? Donc, T1.join. Cette instruction, je vais l'écrire quelque part. L'écrire exactement pendant l'exécution des threads T2. Ici, le thread T2, c'est quoi? Le main. Donc, comment récupérer sa référence? Je n'ai pas de référence pour le main. Comment récupérer? Hein? On l'avait fait tout à l'heure. Très bien. Donc, get current. D'accord? Non, c'est pas current, je crois. Oui, current. Donc, j'ai la référence maintenant. Ça, c'est T2. T2.join. Quoi? Non, c'est pas ça. T1.join. C'est pas ça. Je vais faire A.join. Qui va attendre A? Le main. C'est-à-dire le main, il est en cours d'exécution. C'est lui qui va attendre A. La même chose pour B. Il doit attendre la fin de A et la fin de B. Exactement le traitement réalisé par A et le traitement réalisé par B. Ces deux choses-là ils lèvent une exception, c'est pour cela qu'il faut la gérer. Donc alors là, try catch. Exception. Alors catch. Exception. Et je vais faire ça. Voilà. Maintenant, si je refais la même exécution, maintenant je suis sûr que le programme ne peut pas entrer dans la salle. Donc je suis en train d'organiser le traitement. C'est-à-dire le traitement d'entrée à la salle, suivre le cours, faire des exercices, ne peut se faire qu'après manger et marcher. D'accord? Donc ça, nous avons jusqu'à maintenant vu deux méthodes pour influencer le cycle de vie d'un thread. Nous avons vu sleep et nous avons vu join. Et il y a une autre méthode qui est pour préciser des priorités à des threads. Si vous avez remarqué ici, de toute façon, pendant l'exécution, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je marche, je mange, je marche, je mange, je marche, je mange. Si je souhaite donner la priorité, d'accord? Alors, si je vais donner de la priorité, bien sûr, il faut faire quoi? Il faut dire que avant de les démarrer, le A, il a une priorité. Donc, cette priorité-là, c'est une valeur entière comprise entre 1 et 10. Si tu vas lui associer 0 ou bien plus que 10, il va générer une exception. Donc, 1 pour minimal ou bien tout simplement thread.minPriority. D'accord? Supposons que je vais associer à la valeur minimale, c'est-à-dire et pour le B maximal. Max. D'accord?
Alors, mais jusqu'à maintenant, parce que j'utilise aussi le slip, donc si je vais exécuter, je vais avoir le même résultat. Il n'y a même pas la priorité qui est prise en compte. Pourquoi? Parce que pendant que A1 entre dans l'état slip, même si la priorité de B elle est minimale, il va être piqué par la GV1 pour être exécuté. Donc, pour vraiment bénéficier de l'intérêt de la priorité, il faut savoir très bien gérer slip. Sinon, pour moi, je vais essayer de ne pas utiliser slip, d'accord? Donc, sinon, je vais mettre 0 ici. 0. Oui, 0. D'accord? La même chose pour 0 millisecondes. Il n'attend même pas, d'accord? Alors, il faut gérer entre 0 et 1 minute, il faut savoir, d'accord? Alors, ce qui est sérieux ici, c'est que je donne la possibilité plus à marcher, d'accord? Donc, marcher, il est plus prioritaire. Si je change les priorités, alors si je donne la possibilité à manger, d'accord? Si vous avez remarqué, le traitement de manger, il est en dernier. Je marche plus que manger. Maintenant, je vais inverser les priorités. De toute façon, ici, je vais mettre un max. Et ici, un min. D'accord? Si je vais refaire l'exécution, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, manger plus. C'est-à-dire, jamais je vais avoir, jamais terminer marcher avant manger. Parce que j'ai changé les priorités. Même si tu refais l'exécution plusieurs fois. D'accord? Alors ça, jusqu'à maintenant, nous avons vu comment influencer le cycle de vie d'un thread en utilisant 3 méthodes principales. Sleep, priority et join. Join, il a un comportement particulier pour forcer l'attente d'un thread. L'attente de quoi? L'attente d'exécution d'un autre traitement appartenant à un autre thread. D'accord? Alors maintenant, on va penser au problème de ressources partagées. D'accord? Supposons que, de toute façon, j'ai un contenu. D'accord? J'ai un contenu. Là, je vais mettre en place un autre programme. Bien sûr, si vous n'avez pas de questions jusqu'à maintenant. Alors maintenant, pour les ressources partagées, supposons que nous avons une ressource partagée. En général, pour les ressources partagées, elle est définie en tant que variable statique. Donc, si je vais par exemple ici créer un autre package, d'accord, dans lequel je vais définir ce problème-là pour parler du shade, voilà, ressources partagées. Je vais faire fin à ça et en même temps, je vais créer une classe, d'accord, qui s'appelle programme. Et dans cette classe-là, elle a le main, d'accord? Et j'ai une classe A qui a un attribut statique, contenu, content, d'accord? Et je vais faire appel à... Ici, le A, c'est un thread. D'accord? Le A, c'est un thread. Donc, je dois redéfinir la méthode run. Dans la méthode run, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter le contenu. Content plus. D'accord? Ici, dans le main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer deux objets de type A. D'accord? Et je vais, pour dire qu'il s'agit des threads, je vais les démarrer. Maintenant, ils vont entrer en... Donc, juste pour vous montrer aussi que nous sommes capables de créer des threads de la même classe. Donc ici, il s'agit de deux objets, ici de la même classe qui est A,
et en même temps, une fois démarré, ils vont exécuter, chacun il va exécuter le run à sa manière. D'accord? Le plus important ici, c'est que les deux threads ils accèdent à la même ressource, puisqu'elle est partagée, elle appartient à la classe. C'est une zone mémoire qu'ils vont essayer de l'incrémenter. Bien sûr, le main, une fois faire son traitement, je dois, par exemple, pour ici content plus, mais je vais faire une boucle for int i égale à 0 et inférieur par exemple à 1000 pour voir l'intérêt de ça et plus. D'accord? Alors je vais faire ce traitement là. Chaque thread il va incrémenter le contenu 1000 fois. Donc si je souhaite imprimer le total égale à quoi? Ou bien content après modification, content. La valeur égale à quoi ici? Plus A.content. Vous êtes d'accord? Oui? Pas grave. De toute façon, par défaut égale à 0. D'accord? Si je vais exécuter ce programme-là, quel est le résultat que vous pouvez prévoir? Donner une proposition. Combien je vais avoir comme résultat? Oui? Combien? De toute façon, 1000 plus 1000. Ça fait combien? 2000. D'accord, je dois avoir 2000. Combien? Pourquoi? 1 plus 2 plus 3. Ah oui, c'est pas... La somme des nombres de 0 jusqu'à 1000, ça donne combien? Chaque fois, il incrémente. Non, je ne fais pas la somme des i, c'est différent. J'incrémente tout simplement. Chaque fois, j'ajoute 1. Donc, à chaque fois, j'ajoute 1000 fois. Pour le premier tri, ça va donner 1000. Parce que de 0 jusqu'à 999, c'est 1000 fois, 1000 opérations. Ça va donner 1000. Et pour le deuxième thread, 1000. Donc si je vais exécuter ici, le contenu affiché c'est combien? 0. D'accord? La première des choses, il faut faire Badal Join. D'accord? La première des choses, supposons que chaque thread il a un nom. Set name Ali. D'accord? A2 set name Baba. D'accord? Et si je vais... Qui va incrémenter? Je souhaite quel thread il va incrémenter? Set name, get name, pour récupérer son nom. Maintenant, pour récupérer le nom get name, qu'est-ce que je dois faire? Pour récupérer le nom. 10 points, c'est l'objet courant. Très bien, get name. Get name, qu'est-ce qu'il va faire? Work plus i. D'accord? Il va faire la ième tâche. Alors, si je vais afficher là, bien sûr, chacun il fait le travail. De toute façon, c'est pas parce que à un instant, vous voyez, c'est parallèle, mais le content ici c'est 1. Vous voyez? Différent de tout à l'heure. Je réexécute. Je montre vers afficher le contenu, c'est quoi? 0. Donc c'est aléatoire. Une fois le main, pour lui, un autre thread qui a essayé d'incrémenter la valeur. Et le main, il était en attente. Une fois revenir pour continuer son exécution, il a trouvé que le content, il est déjà incrémenté de... Donc maintenant, il y a un problème. Il faut que le main attend l'exécution. Attend la fin de A1 et attend la fin de A2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Join.
D'accord? Donc, je vais aller ici pour faire A1.join et A2.join. Try. Catch. Catch, bien sûr, je vais faire tout simplement exception exp. Et ici, je vais faire ça. Donnez-moi le résultat maintenant. Ah? 2000. 2000, d'accord. Ici, 2000. Si je vais refaire l'exécution, si je vais la refaire plusieurs fois, vous voyez? Vous avez vu en 1999? Attendez à voir un autre résultat. Pour la voir, ce n'est pas évident. Sinon, je ne vais pas rester ici peut-être. Voilà. Alors, normalement, le mail, il a attendu la fin d'exécution de A1, il a attendu la fin d'exécution de A2. Alors, comment expliquer ce résultat? Il faut donner une explication à ça. Tout simplement, il s'agit d'une ressource partagée. Donc, il y a un accès en concurrence, en même temps. Qui accède en même temps à cette ressource-là? A1 et A2. Quand A1 il a entré à un moment donné, d'accord? Supposons que, de toute façon, il va faire, pour calculer, il va faire du temps. D'accord? Je peux faire ici un slip. Peut-être ça c'est pire. Je vais avoir une valeur 1500, 1400, même 1000 au lieu de 2000. D'accord? Si je vais alourdir ou bien ralentir le traitement de chaque trade. Mais comment vous expliquez ça? Parce que une fois le trade A1 souhaite exécuter run, il a entré dans la ressource, il a lu sa valeur. Parce que ici cette instruction, ça veut dire quoi? Pour réaliser ça, content plus 1, qu'est-ce que je dois faire? Il faut lire la valeur de l'adresse, là où il y a content, l'incrémenter de 1 et la remettre dans content. Ça demande du temps, d'accord? Parce que la fréquence pendant l'exécution, c'est très rapide. Donc, pendant ce moment-là, l'autre trade, il a déjà récupéré la valeur. Donc, à ce moment-là, il y a un problème. L'un récupère la valeur, l'autre la récupère, il n'a pas encore incrémenté, l'autre l'incrémente, et l'autre va incrémenter, donc ils vont écraser le content et mettre la même valeur. Donc, à un moment donné, il y a une probabilité que les deux trades vont, de façon, lire valeurs différentes, ou bien la même valeur, mais quand ils vont remettre, pendant ce moment-là, ils vont remettre, de façon, chacun, il va mettre sa valeur à lui. Et pendant ce moment, il y a déjà un décalage. Est-ce que vous avez compris? Il s'agit d'une ressource partagée. Oui? Le slip. Parce que je ne veux pas attendre jusqu'à, sinon je vais slip. Oui, on va avoir plus de chances à des erreurs. D'accord? Oui, très bien. Donc, oui, je vais faire ça au lieu de slip. Donc, si je vais faire ça, vous voyez, très bien. Donc, ça, c'est très bien comme exemple. Donc, au lieu d'avoir 20 000, peut-être, parce que j'ai mis 10 000, oui, 20 000, donc j'ai ça, 19 000 machin. Et ça, j'ai des erreurs. Ça, c'est un simple exemple incrémenté, une valeur entière. Mais si vous êtes face à retirer argent, la bourse, en train d'acheter un billet d'avion, vous avez déjà comptabilisé le nombre de places disponibles, vous avez dit pour un client que c'est bon, c'est disponible, et en même temps l'autre, il est en train de réserver, alors il s'agit d'un grand problème. Il faut faire quoi? Il faut synchroniser. C'est-à-dire, une fois la ressource, c'est-à-dire, autrement, je dois assurer, pour une ressource partagée critique, à la fois, je n'autorise qu'un seul accès. D'accord? Donc, c'est ça l'intérêt. N'autoriser qu'un seul accès à une ressource partagée. Donc, comment faire? Java, bien sûr, il a mis en place des mécanismes pour ça. D'accord? Vous voyez ici, pour moi, le premier résultat erroné. Le deuxième, j'ai eu dans une exécution 1998. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut utiliser, de toute façon, il faut régler le problème d'accès concurrent. Donc déjà, il faut identifier les parties critiques. Pour nous, la partie critique, c'est content++. C'est une partie critique. Il se peut que deux threads y accèdent en même temps. Et la logique, c'est qu'un seul thread qui doit avoir accès à cette partie-là. Java utilise le mécanisme de verrouillage. C'est-à-dire, une fois accéder à une ressource critique, il faut la verrouiller. Soit je dis une ressource critique, une ligne qui incrémente un ensemble de lignes, ou bien toute une méthode. Pour moi, elle est critique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est critique? Une instruction, un bloc d'instruction, ou bien totalement une méthode qui est critique? Il faut assurer l'accès à cette zone critique par un seul thread à la fois. Comment faire? Alors, le Java utilise le mécanisme de lock. Donc, on va voir lock in lock, c'est-à-dire lock. Une fois un thread entre dans cette zone critique, il va la verrouiller. Et aucun autre thread ne peut accéder à cette partie-là, parce qu'il est déjà verrouillé par un autre thread. Donc, comment faire? Donc, le concept de synchronisation, elle est là pour faire cette affaire. Et en Java, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, il faut faire appel à synchronized. D'accord? Le mot-clé synchronized. Ou bien synchronize. D'accord? Deux mots différents qu'on peut utiliser pour assurer le verrouillage d'un bloc d'instruction critique. Ou bien d'une méthode critique. Alors, pour un bloc de contenu, je peux l'utiliser de cette manière-là. J'ai le bloc critique, il faut l'entourer par synchronized this, le this qui a le lock, il va le verrouiller, et le début de traitement critique jusqu'à la fin. La deuxième méthode, toute la méthode elle est critique. Donc on va faire ligne de deux, on va essayer de faire ça. Alors pour faire ça, je vais utiliser une méthode statique qui s'appelle incrémenter. D'accord? Cette méthode, tout simplement, elle va faire ce traitement-là. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Incrémenter. Mais la méthode incrémenter, elle est synchronized. C'est un mot-clé. D'accord? C'est-à-dire, une fois utilisé par un thread, il faut le bloquer, le verrouiller. Maintenant, si je réexécute, si je réexécute plusieurs fois, jamais je vais avoir le problème parce que j'ai réglé l'accès à la ressource partagée. D'accord? Donc ça, c'est pour comment gérer les ressources partagées. Voilà, donc je peux ajouter. Sinon, vous pouvez, de toute façon, la présentation touche à sa fin. Mais vous pouvez avoir d'autres exemples réels. Par exemple, le cas de réservation de billets en ligne. Pour le cas de calcul de place disponible, ça dépend de la modélisation. Ça dépend de la modélisation, comment vous allez faire. Et pour le cas de banque, par exemple, supposons j'ai un compte bancaire. Moi, j'ai donné à ma femme, je ne sais pas, peut-être j'ai une carte bancaire. J'ai donné à ma femme la carte et moi je vais peut-être faire un retrait argent par chèque. Supposons que l'opération va se passer en même temps. À ce moment-là, je vais avoir un problème pour la banque. C'est-à-dire le compte, il va peut-être, il y a probabilité d'être débité une seule fois. Ça c'est grave. Ça c'est grave. La même chose peut-être pour le versement, si je verse, mais ça dépend de la modélisation. Donc il y a des problèmes réels qui peuvent se poser. Nous, dans l'application de gestion de magasin, on va essayer de développer la partie banque, rapidement, banque elle a un compte, un client, et en même temps, on va essayer, une fois faire les sockets, c'est la suite de ça, on va essayer de montrer ce problème dans la réalité. D'accord? Donc voilà, c'est bon. Je vais faire.